Des réserves internationales, la liquidité, en fait, vous découvrirez tout ça au niveau de la communication entière que vous aurez. Cela veut dire quoi? Le Congo est en état de cessation de paiement. Il est bien en banqueroute. Il est arrivé à un niveau où il ne peut plus faire face à ses engagements. Même les charges incompressibles, comme les salaires, les pensions, etc. Alors, que faire? Lorsque la question s'est posée, le gouvernement a pensé dans un premier temps qu'il pouvait procéder à un ajustement interne. Il n'en a pas été capable. Pourquoi? Parce que l'ajustement interne suppose une capacité de remise en cause. Et ceux qui ont plongé les pays dans cette crise, qui savent bien qu'ils en sont responsables, ont du mal à trouver les voies pour en sortir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été contraints dans le cadre de la CEMAC, au cours du sommet des chefs d'État de la CEMAC en 2016, de recourir au Fonds monétaire international, mais qui lui est venu avec un certain nombre d'exigences. L'une des exigences, c'est la transparence totale. La deuxième, la mise en place des réformes audacieuses et immédiates dans le domaine de la gouvernance pour traduire la rupture avec les politiques et pratiques du passé. Enfin, la lutte âpre contre la corruption et le rétablissement de la viabilité de la dette. Donc, une fois ces conditions posées, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu, au niveau de la dette, que le Congo obtienne un accord avec la Chine. Et c'est cet accord qui a été obtenu en avril 2019 qui a fini par ouvrir la porte à la signature de cet accord du 11 juillet 2019 avec le Fonds monétaire, un accord de faciliter la vie de crédit sur 3 ans qui a permis qu'on prévoit le déblocage pratiquement de 450 millions de dollars avec une première tranche de 45 millions de dollars, à peu près l'équivalent de 26-27 milliards de francs CFA. La première tranche a déjà été débloquée. Ensuite, on attend de la BAD près de 262 milliards de francs CFA. 171 milliards de la Banque mondiale et 89 milliards de la France. Mais ça suppose pour le Congo la capacité d'exécuter un programme qui contient 48 mesures dont les échéances sont bien définies. Et la dernière échéance pour les 47 mesures devrait arriver au 31 décembre de cette année. Malheureusement pour le Congo, début novembre, le Fonds monétaire a effectué une mission à Brazzaville. Le bilan, de façon diplomatique, selon le Fonds monétaire, le bilan est mitigé, mais en termes clairs, le Congo n'a pas respecté ses engagements. Et vous avez suivi ces jours-ci que le conseil d'administration qui était prévu la semaine prochaine pour statuer sur le deuxième déblocage n'aura pas lieu et ce conseil est repoussé à la fin du premier trimestre. Cela veut dire quoi? Davantage de souffrance pour les Congolais. Et ça émet un certain nombre de doutes sur la capacité réelle du gouvernement à respecter ses engagements et à exécuter le plan des 48 mesures qui ont été retenues. Maintenant, il y a eu un sommet
extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, nous avons essayé de faire apparaître des chiffres pour vous montrer que lorsqu'on prend la situation au plan mondial, il apparaît très nettement que l'Afrique centrale, où il y a la CEMAC, où les présidents sont ceux qui ont la plus longue durée de vie au pouvoir, et au plan du développement, pratiquement en dernière place. Donc il y a véritablement un lien entre la démocratie et le développement. Et comme le Congo n'est pas un pays démocratique, nous avons beaucoup de préoccupations là-dessus. Alors la première évaluation, c'est un segment revers. Vous avez vu, à travers la déclaration du RFI, vous avez suivi la déclaration du Fonds monétaire international, il a été retenu qu'il n'y ait pas de conseil d'administration. C'était ce qui est un véritable coup de près, mais également un avertissement au niveau du Congo. Alors pour terminer, j'ai choisi délibérément de mettre un accent sur l'aspect économique, tout en ça, parce que l'aspect économique a un impact social extrêmement important. C'est pour ça que dans la conclusion, j'ai dit ceci: le Congo va mal, très mal. Le Fonds monétaire international apparaissait comme le salut. Aujourd'hui, le constat est clairement fait. Il faut que l'on dise la vérité. Rien que la vérité aux Congolais. Le gouvernement a brillamment échoué. Il n'est pas en mesure d'appliquer les 48 mesures qu'il a choisi d'appliquer dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire. Mais le gouvernement doit prendre conscience de ce que les Congolais souffrent à cause de sa mauvaise gouvernance. Les Congolais ont consenti et consentent d'énormes sacrifices pour que cette souffrance s'arrête et que l'on mette le Congo sur la table. Qui ignore aujourd'hui que les retraités cumulent plus de 20 mois d'arriérés de pension? Que les étudiants n'ont pas perçu plus de 30 mois de leur bourse? Que les travailleurs de l'université Marien Ngouabi, ainsi que ceux du centre hospitalier universitaire de Brazzaville et de plusieurs autres structures, comptent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Plusieurs services sociaux, surtout de santé, ne possèdent pas de minimum de fonctionnement. C'est dans ce contexte que les Congolais constatent une nouvelle fois que ce gouvernement, n'a pas pu procéder à un ajustement interne et réduire de façon sérieuse le train de vie de l'État. 2. A donné la preuve de ce qu'il n'est pas capable de remise en cause et de rupture avec les politiques et les pratiques du passé. 3. N'a pas la volonté politique de lutter contre la corruption, la concussion, la fraude, les détournements des deniers publics et autres. Il a en fait choisi de protéger les criminels économiques et financiers. D'autant que le Congo est un des pays les plus corrompus du monde et que la corruption est le cancer de l'économie et un véritable obstacle au développement. 4. Ne respecte pas ses engagements en expliquant de façon transparente aux Congolais l'argent des générations futures qui était censé être logé à la Banque des États de l'Afrique centrale. Ce qui amène les Congolais à se poser la question depuis plusieurs années de savoir où sont passés les 14 000 milliards d'excédents budgétaires. 5. A choisi, et c'est exprès que j'ai fait mentionner ça pour montrer un peu la difficulté qui semble être celle du gouvernement, a choisi de ne pas signer depuis septembre les décrets pourtant adoptés en Conseil des ministres relatifs à la mise en place de la haute autorité de la lutte contre la corruption et à la déclaration de patrimoine. Visiblement, on ne peut que constater qu'un choix a été fait, celui de protéger le système et de faire souffrir la population. Devant la réalité des faits, le gouvernement, de mon point de vue, doit tirer les conséquences de cette situation extrêmement grave. En ce qui me concerne, pour sortir de façon pacifique de cette situation hautement préoccupante, je termine mon propos en réitérant les propositions suivantes. Premièrement, la décrispation de la situation politique par la libération de tous les prisonniers politiques.
Deuxièmement, la tenue d'un dialogue national inclusif qui, je dois le préciser, n'a aucun lien avec celui qui est préconisé dans le cadre du Conseil national du dialogue. Je vous remercie pour cette présentation. Merci beaucoup, M. Dirassa. Nous prendrons votre document pour le mettre en ligne et le mettre à la disposition de l'ensemble des résistants, parce que c'est un bon socle d'information. Alors, vous l'avez compris, la situation congolaise est dramatique. C'est l'enjeu même du CRC. Et des propositions ont été faites qui doivent bien sûr nous interpeller. Et c'est pour cela que, poursuivant dans l'axe critique de la situation que nous vivons, je vais appeler une liste de personnes qu'il ne sied plus dans le milieu congolais de le présenter. J'ai cité Maître Boukuta Diallo, que je vais inviter à se lever et à venir nous donner sa part de communication. Chers invités, vous devez saisir l'émotion qui m'étreint au moment où je prends la parole après cette description chaotique d'une gestion qu'on n'a plus besoin de présenter. 30 mois d'arriérés de pension, 20 mois d'arriérés de bourse dus aux étudiants, j'en passe, avec tous ces travailleurs qui depuis des mois ne sont pas payés. Il n'y a que Dieu pour bénéficier d'une telle tolérance et d'une telle compréhension. Mais nous, qui sommes du commun des mortels, nous ne pensons pas qu'un homme puisse aujourd'hui, quelle que soit sa contribution au développement du pays, quel que soit son rôle historique dans la lutte du peuple ou des peuples, puisse bénéficier aujourd'hui d'une tolérance pareille. Seul Dieu peut bénéficier de cette tolérance. Qu'est-ce qui est donc à la base du silence du peuple congolais? C'est une question qu'il faut se poser. Si le peuple est silencieux, c'est que la puissance de feu, la puissance tout court d'un régime ne permet pas aujourd'hui certainement à ce peuple de pouvoir s'épanouir, s'exprimer librement, librement je dis bien. Et si on s'exprime librement, évidemment, on ne peut pas ne pas réagir face à ce chaos. Et quel est le mécanisme mis en place pour empêcher tout un peuple de jouir de ses droits fondamentaux? Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Si un peuple jouit de tous ses droits fondamentaux, face à la description que nous venons en tout cas d'entendre, évidemment, beaucoup de voix allaient s'élever et à la limite de contestation dans les rues. Mais le calme n'est pas une sorte de cutus de gestion délivré à un régime en place. C'est parce que quelque part, nous assistons aujourd'hui à une violation grave des libertés publiques, des libertés individuelles et à un système de répression qui a déjà fait ses preuves avec l'empathiement, j'allais dire, de certains personnages de la classe politique congolaise, d'étudiants, de journalistes, d'avocats, puisqu'il s'est agi, pour ce qui me concerne, j'ai vécu cette expérience, puisque j'étais, durant ces 2 dernières années, le premier avocat à être arrêté. Par la suite, un autre l'a été, moi, parce que je défendais un opposant et que j'ai eu simplement à faire constater au procureur qui, devant la presse
exposer sans gêne ce qui était un secret de l'instruction. Concluez sans gêne à une condamnation avant l'heure contre des personnes qu'on n'a fait que présenter au tribunal. Mais enfin, je n'ai eu comme réaction que de lui dire, que faites-vous de la présomption d'innocence? Que faites-vous de la violation du droit à l'image de cet homme? Que faites-vous du secret de l'instruction de tout cela? Je connaissais, moi, le déferment devant la justice. Mais cette fois-ci, j'assistais à un déferment devant la presse. Alors que j'étais venu assister quelqu'un. Mais alors, la réaction, vous l'avez suivie en direct. En direct, on ne pouvait pas cacher cela. Un procureur qui demande mon arrestation, subitement. Je dis, si c'est cela, arrêtez-moi. Et j'ai été arrêté pour éviter d'être agressé. J'ai préféré moi-même donc aller vers ceux qui étaient chargés de m'arrêter. Voilà, c'était la meilleure manière de se livrer. Mais j'ai vu aussi, quelques semaines plus tard, un autre avocat qui a été arrêté. Tout juste parce qu'il aurait participé il y a quelques jours à une manifestation de l'opposition. On est venu l'arrêter dans son cabinet en violation, effectivement, de toutes les règles qui régissent le fonctionnement du cabinet et la liberté de l'avocat. Mais on ne s'est pas arrêté là aussi. Quelques semaines encore après, un autre avocat a été arrêté sous prétexte que son client, qui est mort en détention, que cet avocat a été le dernier à le voir. Alors, si l'avocat, parce qu'il a été le dernier à voir son client qui devait mourir, et pour cela, il devait être le premier suspect à être arrêté, alors que faisons-nous de ceux qui se chargeaient de sa détention, de toutes ces chaînes de responsabilité à l'intérieur de la prison et de l'administration judiciaire et de la police? Voilà, c'est l'avocat qui est choisi. Donc, pour vous dire, même les défenseurs des libertés sont les premiers ciblés aujourd'hui dans cette pratique. Pourtant, nous savons que la Constitution congolaise, aujourd'hui, fait allusion, référence à beaucoup de conventions internationales régulièrement ratifiées par le Congo. Nous avons une Constitution qui, dans le préambule, fait application des conventions internationales avant l'heure. Voilà, je voudrais à ce niveau d'ailleurs, par rapport à la référence aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, les traités et les lois congolaises, faire référence à cette Constitution, soucieux de bâtir une république fondée sur les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité d'une part, et d'assurer l'épanouissement de chacun et de tous dans le cadre d'une république respectueuse des droits de la personne humaine. Voilà ce qu'on entend dans le préambule. D'autre part, déclare partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par donc les conventions citées. Et voilà, partie intégrante, nous dit-on, ces conventions internationales. Mais lorsqu'il s'est agi d'embastiller des opposants, malheureusement, on s'est gardé effectivement de respecter ces conventions régulièrement ratifiées par le Congo, qui se devait d'honorer sa signature auprès de la communauté internationale. Mais même mieux, lorsque des avis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont eu à déclarer arbitraire ces détentions, réclamer la libération immédiate, et j'allais ajouter l'indemnisation des personnes arrêtées, en l'occurrence Okombi Salissa André et le général Mokoko. Mais on s'est gardé également d'exécuter ces avis motivés des Nations Unies. Lorsqu'on est membre d'une organisation aussi puissante, aussi importante, lorsqu'on a signé de telles conventions, la première des choses, c'est d'honorer sa signature auprès de la communauté internationale. Or, aujourd'hui, le Congo semble être incapable d'honorer sa signature auprès de la communauté internationale. Que vaut donc la signature du Congo aujourd'hui? Une autre question à laquelle il faudra une réponse. Mais
je dois dire également que pour ce qui est des procès en cours ou des procès que nous avons vécus, il y a de l'espoir, puisqu'aujourd'hui il a été question d'espoir dans tout ce qu'on a dit, dans tout ce qu'on a vécu. Il y a de l'espoir parce que je pense qu'aujourd'hui nous avons fait bouger les lignes. Et j'ai l'habitude de le dire à mes amis africains lorsque on se bat pour ces combats. Il ne faut jamais sous-estimer sur le plan judiciaire les acquis obtenus. Lorsque je me suis levé un jour, en 1999, pour déposer une plainte pour le compte des victimes tchadiennes contre un ancien chef d'État africain, on a considéré que j'étais en train de rêver. Parce qu'en Afrique, jamais un ancien chef d'État, de surcroît, qui s'est réfugié dans un pays africain, ne pouvait jamais être inquiété. Il bénéficie d'un droit d'asile dans ce pays et personne ne peut rien. Alors, lorsque j'ai été rencontrer le président de l'époque, Abdou Diouf, pour lui dire, je ne voudrais pas vous surprendre, car j'ai un dossier qui m'amène aujourd'hui à m'attaquer à un homme qui bénéficie d'un droit d'asile dans notre pays. Et je ne voudrais pas qu'il y ait interférence de l'exécutif sur la marche de la justice. C'est tout ce que je demande comme garantie. Le reste, je bénéficie d'un dossier et de conventions internationales régulièrement ratifiées qui me permettent d'atteindre le but recherché. Et il a interpellé son ministre de l'époque, Serigne Diop, qui était ministre de la Justice, professeur de droit, qui lui a confirmé que c'était possible qu'un chef d'État puisse être poursuivi, puisque dans son étonnement habituel, ah non, ce n'est pas possible, un chef d'État ne peut pas être poursuivi. Mais heureusement, la plainte fut déposée, et M. Hissène Habré, donc pour cette plainte déposée le 25 janvier 1999, 3 jours après, le 28 janvier 1999, a été convoqué, inculpé, placé en résidence surveillée et ses titres de voyage retenus. Et ensuite, nous avons mené des combats jusqu'à la Cour suprême et 15 ans après, il a été condamné à vie par les chambres africaines et aujourd'hui, il purge une peine à Dakar. Et ça, c'est un rêve commun. Mais j'estime que tous ceux qui gouvernent aujourd'hui devraient voir cet exemple pour comprendre que rien que de l'audace, à travers l'application des règles juridiques, à travers la Constitution tout court et les conventions internationales, nous pouvons réussir l'impossible en Afrique. Et réussir l'impossible, c'est encore aujourd'hui ce qui a été quelque part obtenu ailleurs dans le continent. J'en passe. Mais pour le cas congolais, lorsque nous avons secoué la justice, il faut le dire, lorsque cette justice a été mise à l'épreuve, nous avons réussi à débusquer ceux qui parlaient au nom de la justice le jour, mais la nuit agissaient contre les intérêts de la justice. Nous avons réussi également à tester et à prouver la capacité de résistance d'un magistrat indépendant face aux ordres arbitraires reçus de ses supérieurs. Mais pour cela, vous l'avez vu, un arrêt de la chambre de mise en accusation qui aurait pu fermer la porte à toute forme de liberté a été rendu par la chambre d'accusation dans une interprétation de l'article 157 du Code de procédure pénale. Cette chambre de mise en accusation au Congo a estimé qu'aujourd'hui, au Congo, lorsque vous êtes victime d'une détention arbitraire, d'un ordre illégal d'arrestation, vous n'avez aucune possibilité juridique d'attaquer cette mesure devant la chambre de mise en accusation, qui est l'unique organe habilité en droit dans tous les pays à connaître de la légalité de ces actes. Voilà, on nous dit, ce n'est pas possible dans un arrêt de la chambre d'accusation seul. Le procureur de la République et la partie civile ont le droit de saisir la chambre d'accusation pour contester l'illégalité d'un acte de détention arbitraire. Cela veut dire que jamais une personne arrêtée, un prévenu, ne pourra plus jamais le faire. Nous avons dit non.
il ne faut pas s'arrêter là. Et nous avons eu la chance de saisir la Cour suprême, qui, dans un arrêt motivé, rendu par un magistrat du nom de Nanga Grégoire, le 28 juillet 2017, un arrêt qui casse et qui complètement détruit le raisonnement des juges de la Chambre de mise en accusation pour dire « Ah non, il n'y a pas de droit sans titulaire. S'il y a un droit de saisine des juges pour contester l'illégalité d'une détention, si on nous dit que les gens détenus n'ont plus le droit, le citoyen détenu n'a plus le droit de le faire, alors que vaudrait donc ce droit? Il n'y a pas de droit sans titulaire. C'est la philosophie qu'il faut retenir de cet arrêt de principe qui a été rendu par un magistrat éprouvé, mais certainement qui, pas comme les autres, donc a préféré dire le droit au prix de sa liberté certes et de sa carrière, puisque quelques semaines après, il a été remplacé. Comme cela aussi, pour éprouver la justice, il faut aller plus loin, comme ce ministre de la Justice qui avait fait croire qu'il était possible d'empastiller ses opposants au Kombi Salissa André et le général Mokoko. Et sans coup férir, cet homme de justice, encore avocat de carrière, a été remplacé quelque temps après pour aller au ministère du Travail parce qu'il n'a pas bien travaillé au niveau de la justice pour un avocat. Donc là aussi, vous avez deux images de la personne qui obéit au système aveuglément et qui périt ainsi comme ce monstre de la mythologie grecque qui dévorait sa propre chair sans s'en rendre compte. Wow. Et vous avez de l'autre côté ce magistrat qui dit non, mais on le vire, mais au moins il aura fait évoluer l'état du droit au Congo. Mais grâce à ces épreuves, nous faisons reculer l'arbitraire et nous faisons avancer le droit. C'est pourquoi l'arme du droit demeurera toujours notre arme, parce que nous sommes certains de la victoire. Nous savons aussi toujours, dans les conséquences de ces procès, que la Constitution et les textes fondamentaux proclament un certain nombre de droits, de libertés. Les opposants, malheureusement, n'en bénéficient pas. Parce que nous avons vu un opposant être arrêté alors qu'il était ministre de la République, il était député au moment de son arrestation. On a évoqué l'immunité parlementaire, cela n'a rien donné. On a évoqué également le privilège de juridiction, puisque au-delà de l'article 130 qui parle de l'immunité parlementaire, nous avons le texte relatif à la Cour de justice, à la Haute Cour de justice du Congo. Ce texte qui régit l'organisation, le fonctionnement de la Haute Cour de justice, prévoit effectivement ce qu'on appelle le privilège de juridiction pour les membres du gouvernement, pour les députés, ce qui est rare en Afrique, un peu partout. Vous verrez que seuls les ministres bénéficient du privilège de juridiction. Mais au Congo, les députés en bénéficient. Et ce texte est tellement clair qu'il suffisait de l'appliquer pour que, encore une fois de plus, force reste à la loi. Mais pour brimer un opposant, on a écarté l'application du privilège de l'immunité parlementaire. On a écarté également l'application du privilège de la juridiction. Ça est, le privilège de juridiction qui fait que vous ne pouvez pas être jugé comme n'importe qui. Comme ça existe même en France. Alors que pourtant, le Haut Conseil, la Haute Cour de justice était compétente, comme dit le texte, pour juger les membres du gouvernement, à raison, et les parlementaires, à raison des faits qualifiés, crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger les complices en cas de complot contre la sûreté de l'État, ainsi que pour juger les complices. Là où ce texte même dit que lorsqu'il s'agit de complot d'atteinte contre la sûreté de l'État, comme c'est le cas, l'infraction qui est visée pour ses opposants, pour Okomi Salissa, on vous dit, le complice qui ne bénéficie même pas en réalité et par principe
de cette immunité de juridiction, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État, ne peut être poursuivi ce complice que devant la Cour de justice, haute Cour de justice. Alors, si le complice peut bénéficier du privilège de juridiction, comment peut-on empêcher à ce que l'auteur principal, qui est de surcroît député, tel que prévu par la loi, ne puisse bénéficier de ce privilège de juridiction? Cela voudrait dire quoi? En voulant encore tordre la loi, on va créer un procès où les complices passeront devant la haute cour de justice, où les auteurs principaux qui ont député, qui devaient en profiter et en bénéficier, passeront devant les juridictions de droit commun. Ça aussi, le procès nous a permis de voir cette hérésie juridique qu'on est capable de commettre aujourd'hui dans le système judiciaire congolais. Mais qui sera la victime prochainement? On verra bien, puisque certains se lèveront pour dire « oui, je bénéficie de l'immunité de juridiction ». Et je dois vous dire, très honnêtement, c'est le mal de notre continent. Car cette affaire, pour ceux qui ont suivi au Sénégal à l'époque l'arrestation du Premier ministre Idrissa Seck, dont j'avais en charge la coordination de sa défense, le premier argument que j'ai soulevé devant les Sénégalais, à la télévision, lors de débats, c'est de dire « seule la haute cour de justice était compétente ». On m'a dit non. Au bout d'une semaine, on se rend compte que c'était cela. Alors que tous les chefs, les chefs du parti au pouvoir ont défilé devant la télé pour dire non. Parce que pour la circonstance, il fallait bâillonner un opposant, il fallait éviter de lui faire bénéficier de règles qui sont prévues pourtant par la Constitution et par les lois du pays. Et vous avez connu la suite. Puisqu'en Côte d'Ivoire, aussi, lorsque je suis entré 6 mois après dans le dossier des généraux Palenfo et Koulibaly, avant le procès, lorsqu'on s'est réunis avec les avocats, je leur ai fait comprendre, je n'ai pas encore le dossier. Mais de ce que j'ai lu dans la presse, il me semble qu'au moment des faits, il était ministre de la République. Les deux étaient ministres de la République, le général Palenfo et Koulibaly. Donc, seule la haute cour de justice est compétente pour connaître ces faits. On a dit, oh, on ne semble pas être convaincu. Les maîtres, puisque vous insistez, le jour du procès, vous serez le seul à parler. C'est ça qui explique que le jour du procès, le premier jour, on m'a laissé seul défendre cette thèse qui a été balayée par la Cour de justice militaire et 6 mois après reconnue par la Cour suprême de Côte d'Ivoire qui, lui, a dit que les généraux Palenfo et Koulibaly devaient bénéficier du privilège de juridiction. Donc, tout ce qui a été fait a été rasé et ils ont été libérés. Et on n'a plus jamais repris ce procès. Voilà pourquoi je pense que l'audace en Afrique paye toujours. Et il ne faut pas se décourager lorsqu'on n'obtient pas la libération immédiate, mais une perte de condamnation de 20 ans de travaux forcés, 20 ans. Ceux qui l'ont appliqué croient peut-être qu'ils seront là pendant 20 ans. Vraiment. Alors, moi j'estime que du fond de leur cellule, vous êtes en train de donner beaucoup de courage et de bon cœur à ces hommes qui attendent. Et qui se disent qu'ils ne sont pas les seuls Congolais à se battre pour le Congo, pour le respect de ses valeurs juridiques. Ils se disent que non, nous croyons en cet espoir exprimé par un chanteur tout à l'heure. Nous croyons au Congo et à la force tranquille qui ne s'exprime pas aujourd'hui, mais qui dans les foyers, dans les pleurs, s'exprime d'une autre manière. Mais c'est cela la vie. Et encore, l'Afrique de ces hommes qui contestent les textes d'aujourd'hui et qui demain sont là pour nous dire, moi demain, je demande l'application de ces textes. J'en ai connu des chefs d'État qui ont perdu le pouvoir et qui subitement m'envoient des émissaires pour me demander d'assurer leur défense. Des ministres pareillement qui ont perdu, qui me demandent d'assurer leur défense. Et enfin, des opposants aussi que j'ai défendus, puisque des cas sont là, qui ont pris le pouvoir avec le respect de certaines valeurs qui aujourd'hui, malheureusement, suivent d'autres valeurs. Vous savez que le débat sur les réformes constitutionnelles qui ont été à la base au Congo, du conflit qui a opposé le pouvoir en place et au Kombi Salissa André,
L'histoire du troisième mandat, aujourd'hui, est d'actualité en Afrique de l'Ouest, où nous nous sommes battus au Sénégal contre ces violations du temps du président Abdoulaye Wade, avec le M23, où nous étions des acteurs vigilants lorsque c'est nécessaire. Mais enfin, un client que j'ai défendu, dont j'étais le coordonnateur du collectif des avocats lorsqu'il était dans l'opposition, je veux parler de Alpha Condé, et dont j'étais l'avocat connu de tout le monde, au point que certains ont pensé que la Constitution pour le troisième mandat, que j'étais le rédacteur, le co-rédacteur avec M. Bourdieu. Voilà cet homme que j'ai défendu aujourd'hui s'installe comme les autres dans une logique de troisième mandat et qui nous vaut notre séparation actuelle sur le plan des principes, puisque, vous le savez, ami aussi de celui-là qui avait montré le chemin avec le troisième mandat et avec l'embastiment des autres. Et je dois dire, d'ailleurs, le jour de mon arrestation, 30 minutes après, c'est la dernière personne à qui j'ai parlé au téléphone, 30 minutes après, j'ai été arrêté. Bon, pour vous dire, lorsque j'étais là en train d'attendre ce procureur qui devait m'auditionner, il m'appela de l'étranger, me dit, ah, tout le monde m'appelle pour me féliciter de ce que j'ai fait en Gambie, et vous, mon avocat ne m'appelle même pas. Je dis, mais Alpha, demande-moi d'abord où je me trouve présentement. Je dis, où? Je dis, au Congo, chez ton ami. Et pour les mêmes raisons, lorsque je venais vous défendre, je suis là. Mais il fallait me dire, je dis, non, je n'ai pas besoin de votre intervention. Je suis un avocat, je suis venu faire mon travail, comme je l'ai toujours fait. Et 30 minutes après, j'ai été arrêté. Voilà pour vous dire, c'est ça aussi l'Afrique. Je pense que aujourd'hui, le Congo nous aura permis aussi de découvrir quelque chose d'extraordinaire, parce que poussé sur ces derniers retranchements, j'ai été étonné, effaré, d'entendre un procureur général qui avait ficelé son dossier, qui était prêt pour condamner, devant des difficultés qui l'attendaient, dont il avait eu écho des avocats, est venu dire à la barre du tribunal, je demande le renvoi pour raison d'État. Mais je vais vous donner la définition de la raison d'État. La raison d'État, c'est le principe au nom duquel un État s'autorise à violer le droit au nom d'un critère supérieur. Dès lors, la notion de raison d'État est invoquée par les gouvernants pour justifier une action illégale ou inconstitutionnelle au nom de l'intérêt général. Que je sache, on peut le comprendre d'un homme politique. Mais qu'un magistrat vienne dire « Je demande le renvoi pour raison d'État », c'est très grave. Lorsque l'arbitre s'autorise à user des moyens dont dispose une des parties, en l'occurrence l'État, pour faire valoir un moyen de défense, c'est parce que là, l'État est complètement désarmé. Et nous avons poussé cette justice à provoquer cette erreur magistrale et gravissime dans l'histoire judiciaire d'un pays. Parce que lorsqu'on se bat, on se bat avec des armes égales. On ne peut pas venir, lorsque le combat tourne en votre défaveur, dire que je demande tout de suite le renvoi pour raison d'État. Si c'était ça, alors notre présence serait inutile devant la justice congolaise. Mais ce procès et cette présence m'aura permis de savoir que dans un pays africain, aujourd'hui, il est possible que face à des difficultés, que le magistrat me dise, pour raison d'État, maître, j'évoque tel argument ou j'évoque tel fait juridique. Voilà pourquoi je dis que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et continuez le combat. Continuez et continuez de grignoter. Grignoter encore. Avec ces acquis, vous finirez par faire tomber tous les masques. Avec ces acquis, vous finirez par faire comprendre à l'autorité politique que même si on a la force, le pouvoir, la capacité d'embastiller des opposants, il faut avoir au moins l'intelligence et le savoir-faire de pouvoir défendre un tel dossier devant le prétoire.
et devant la communauté internationale. Et quand on se pose cette question, avec l'histoire de ces arrestations, vous comprendrez aisément le silence depuis quelque temps des autorités qui se gardent pour la moindre chose d'arrêter des opposants ou autres personnes donc qui revendiquent des droits ou des libertés quelconques. Donc rien n'est encore perdu, mais vous devez simplement comprendre que chacun dans son secteur d'activité doit se battre pour faire triompher le droit. Le droit, ce n'est pas seulement des vœux pieux alignés pour la galerie. Le droit, c'est d'abord un comportement. Un comportement de tous les jours face à des revendications d'identité, de liberté et de justice que nous nous devons de faire face à l'arbitraire, face à l'injustice. Il faut savoir dire non. Il faut savoir réagir à travers des décisions de justice, même si on ne rêve pas de faire courber davantage l'État. Nous pouvons rêver encore une fois de plus de consolider l'État de droit et d'obtenir au Congo demain un État fort, parce que fondé sur le droit et la justice, fondé également sur l'expertise, la bonne foi, la compétence, mais la probité intellectuelle et morale des acteurs de la justice. Et il y en a, mais il y a aussi d'autres, comme je l'ai dit tantôt, qui n'œuvrent pas dans ce sens. Mais en tant que patriote, vous avez fait aujourd'hui un appel large, vaste, de toutes les forces vives. C'est un cri du cœur. Mais j'appellerai aussi ce que vous avez fait comme une sorte de convergence des divergences. Convergence des divergences pour aller vers l'essentiel qui nous unit. Car au-delà de nos différences, il y a quelque chose de fondamental qui nous unit, l'amour de la patrie, l'amour du pays, l'amour de la liberté, l'amour de la justice. Si cela ne vaut pas une convergence des divergences, alors qu'est-ce qui vaut réellement cette convergence des divergences? Il n'y a qu'autre chose en vie, c'est-à-dire la croyance en un être suprême, Dieu. Mais au-delà de cette considération, vous avez fait, en tant qu'appartenant au commun des mortels, ce qu'on attend d'un membre de cette communauté, à savoir réagir quand il faut réagir, réagir pendant qu'il est temps, et ne pas attendre que la case brûle, comme disaient certains, mais comme en Côte d'Ivoire, j'ai eu à le dire dans ma plaidoirie pour les généraux Palenfo et Koulibaly, et ce qui s'est passé 2 ans après, on a connu la suite, j'ai dit qu'il vaut mieux faire blabla que de faire boum boum demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Bounkuta Diallo. Vous nous donnez au souvenir de penser à un illustre africain. Un illustre africain né quelque part aux Antilles qui nous a appris qu'il n'appartient qu'à nos mains, dans une relative opacité, de découvrir notre mission, de la remplir ou de la trahir. On ne l'a plus jamais cité, c'est Frantz Fanon. Alors je voudrais tout simplement maintenant appeler ma très chère collègue Anissé Samba, qui est notre responsable jeunesse et communication, à pouvoir poursuivre la présentation donc, des différents interlocuteurs. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus malgré tout. Je voudrais rappeler qu'au cœur des préoccupations du CRC, il y a bien sûr la liberté des hommes, mais il y a aussi le respect de l'environnement. Le Congo bénéficie d'un environnement naturel extraordinaire, exceptionnel, ce qui en fait un lieu stratégique pour l'écosystème du continent africain, mais aussi pour le monde. Et notre prochaine invitée pourra mieux en parler. Elle est avec nous aujourd'hui, le docteur Greta Darky de l'Université de Leeds. Elle a découvert les tourbières au Congo. Et so, Dr. Darky, we are pleased to have you here today.
You have to sit this way. Bonjour, désolé, je ne vais pas parler en français, je vais parler en anglais. Pardon. Mais je vous signale qu'elle a passé 3 mois dans la Douala et elle va y retourner. Et son plat préféré, c'est le sarrasin. Okay, so my name is Greta Darby and I work for the University of Leeds. Je m'appelle Greta Darby, je travaille pour l'Université de Leeds. I'm going to give a quick presentation today on the peatlands of the Congo Basin. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation assez rapide des tourbières du bassin du Congo. So I will talk about the work that we've done previously and then the threats that the peatlands face and then work that we're currently doing to try and answer some unanswered questions. Elle va nous parler du travail qu'ils ont effectué ces dernières années et aussi des menaces autour de ces tourbières et des travaux, des prochains défis concernant les tourbières. Sorry, it's a Can I take it up there, please? So I can, Il faut yeah. que les petits sentiments de la Yes, please. Je dois que le Sénat vous laisse. You want to put it there? Yes, I can. Thank you. It's okay. Okay, that's it. Okay, so I'm going to start by just quickly explaining what a peatland is. Donc elle va commencer par expliquer ce qu'est une tourbière. Okay, so a peatland is a wetland soil Les tourbières, c'est des sols humides which is made up of partially decomposed plant material. qui sont composés partiellement de matériaux organiques. So peatlands only cover around 3% of the Earth's land surface, but they account for over a third of the global soil carbon stock. Donc les peatlands représentent 3% de la surface de la Terre, mais 30% des stocks d'émissions de carbone. And so therefore they're really carbon dense ecosystems. Donc c'est Ecosystems très denses en carbone. So most of the peatlands are found in high latitudes. Donc la plupart des tourbières se trouvent dans l'hémisphère nord. But now we know that there's very significant peatland deposits in the tropics as well. Mais maintenant, grâce aux études récentes, on a découvert des tourbières dans l'hémisphère sud. Et ici, c'est un exemple d'un échantillon de tourbières qu'on a pris au Congo. Donc, ça c'est le tour. So, the Congo Basin is the second largest drainage basin in the world. Donc le bassin du Congo, c'est le deuxième bassin du monde. And in the center of the Congo Basin, you have this very low-lying area called the Cuvette Centrale. Donc au centre, là, comme vous voyez sur la carte, cette zone est appelée la cuvette centrale. And it was long speculated that this area of wetlands in the Republic of Congo and DRC could accumulate peat. Pendant longtemps, on a pensé, on a présumé que cette zone pouvait accumuler des tourbières. But it was never confirmed. So the purpose of my PhD
which I started several years ago, was to confirm whether or not peat was present in the Congo Basin. Donc le thème de son doctorat, c'était de confirmer que cette zone, là, vous voyez sur la carte, était vraiment une zone de tourbière. And if there was peat present, how much carbon was stored in the peat and how large are the peatlands. Et surtout de déterminer combien de carbone était dans cette zone. So my fieldwork was carried out in the Likwala department in the Republic of Congo. Donc son étude s'est concentrée sur le département du Likwala. And we chose there because relative to the DRC, the Republic of Congo is much more stable. Ils avaient choisi ce département du Likwala parce que parce que le Congo est beaucoup plus stable, la République du Congo est beaucoup plus stable que les voisins démocratiques. And we chose the Likwala region because we could fly there. Et aussi parce qu'il y a des vols réguliers vers le Likwala. C'était donc plus accessible. I might skip to the next slide, so quicker. But when you're looking for peat, it's important to understand that you can't see it from the air. So we have a huge area. The Congo Basin is very large, and you need to pick a place to start looking for peat. Donc elle dit que les tourbières, on ne peut pas les voir, on peut pas les voir comme ça à l'œil nu. Et donc il faut choisir une zone où on commence à faire les recherches. Oui, c'est pas visible avec l'image satellite. Et c'est pas non plus visible avec les satellites. Donc il faut vraiment choisir une zone à la recherche. So therefore you need to use the satellite images to look for things that might indicate peat. Donc il faut utiliser les images satellites pour trouver des indices qui amènent à penser qu'il existe des tourbières. So for example, in optical images, you can see changes in vegetation. Donc dans les images optiques, on peut voir des changements dans la végétation. Donc ça c'est un signe. And in radar images, the radar signal can actually go through the forest canopy and reach the ground surface. Donc les radars peuvent aller en dessous, peuvent donner une imagerie de traverser, oui. And so you can detect if there's water, for example, underneath the trees. On peut voir s'il y a de l'eau sous les arbres, par exemple. And they also used elevation data to look for depressions in the landscape where water might accumulate. Donc ils regardent aussi des données d'élévation pour voir s'il y a de l'eau qui puisse accumuler. Yeah. And here's just an example actually of an optical image of the region. And here's an image, a radar image of the Likwala region, and you can see how much more detail you get from the radar imagery compared to the optical imagery. Donc à votre gauche, vous avez une image radar et à votre droite, une image optique. So my fieldwork I carried out between 2012 and 2014, so we had 3 field trips. Donc de 2012 à 2015. 14, elle a fait donc trois voyages de recherche. Et on a fait 9 transects. Yeah. And the next slides are just some photos of the fieldwork so you can get an idea of what it entailed. Dans les prochaines slides, vous allez voir seulement des photos du travail qui a été effectué là-bas. Okay, so first to get to lots of our field sites, because there's very few roads in the Likwala department, you have to travel by river in a boat. Donc pour accéder au Likwala, pour accéder au site de recherche, il fallait c'est un bateau. And then once we've chosen our sites and we travel there, we get to the village where you need to negotiate with the village to ask them their permission to enter their forest and also to try and recruit some field assistants. Donc quand ils arrivent dans un village, ils doivent demander la permission aux villageois d'accéder, de rentrer dans la forêt et aussi demander s'ils peuvent trouver des assistants parmi les villageois.
So these are some the notables of Tanga. Yeah. Donc ça, c'est, comme on dit, les notables, les anciens. And then, kind of counterintuitively, the swamps are actually very far from the river in the Republic of Congo. So once you have your field assistance, you have to walk many, many kilometers with all your equipment. Donc après avoir, pour atteindre les lieux de recherche, il faut marcher pendant des jours, des kilomètres, avec tout l'équipement. And then we sleep in the forest and make our camp. Donc là, c'était leur lieu de repos, là où ils dormaient. Les campements. But conditions in the swamps can be very harsh. So, for example, this is the color of the drinking water. Ça, c'était l'eau à boire. Hein, parce que les conditions dans les sont difficiles. And you know, many insects and ants. Les insectes, les fourmis. So the actual data collection involves taking samples of peat with a peat corer. And there you can see us cutting up the samples. Donc ça, c'est une machine, un instrument qui permet de récolter les échantillons de tourbière. And in addition to that, we look at the vegetation and we also monitor the water table levels. Et en plus de cela, ils regardent les études de la végétation et les niveaux d'eau pour voir. And so what we found in our fieldwork was that the peat was found to be associated with two vegetation types. One kind of hardwood swamp, so just trees, and then the other one is this raffia swamp. Donc il y avait les tourbières sont associées à deux types de végétation. Donc il y en a une, c'est plus le bois, c'est juste avec les arbres, et l'autre c'est plus des déserts. And we actually found that compared to other tropical regions, the peak depth was not that deep. Contrairement à d'autres régions tropicales, la profondeur des tourbières n'était pas si élevée. But when we tried to map these peatlands, we found that they were extremely extensive. Mais quand ils ont réussi à mettre sur une carte l'étendue de ces tourbières, ils se sont rendus compte que ces tourbières étaient très étendues. So what we did was we took our data that we had on the ground and we used satellite images to scale it up. Donc ils ont utilisé des images satellites pour voir à peu près l'étendue de ces tourbières. And we find that across the DRC and Republic of Congo, the peatlands cover an area of 145,500 square kilometers, so an area larger than the size of England. Donc ils disent que après les études, ils ont calculé que les tourbières représentent 145 500 km², c'est une étendue qui est plus grande que l'Angleterre elle-même. And when we combined the area estimate with our data on peat depth and carbon density, we found that the peatlands store 30.6 billion tons of carbon. Donc ces tourbières on en a 30 milliards de Tons of billion? Il y a 30 milliards de tonnes de CO2. Yeah, so a lot. Donc c'est énorme. Right. But actually, as you can see, we have really large uncertainty around our estimates. Mais il y a toujours, c'est une estimation, donc c'est pas encore 100% sûr. So just to put that into context, the peatlands of the Congo Basin are the most extensive tropical peatlands in the world. Donc les tourbières du Congo, c'est les tourbières les plus étendues dans le monde. So the carbon stored in the peatlands is equivalent to 3 years of global fossil fuel emissions. Donc c'est 3 ans, le CO2 dans ces tourbières, c'est équivalent de 3 ans d'émissions dans le monde. Yeah. And the amount of carbon stored in the peatlands is the same as the amount of carbon stored across the entire Congo Basin in the trees. So the whole Congo Basin forest stores the same amount of carbon that's stored in the ground. Ce qui est le montant le niveau de
Le CO2 dans la forêt est équivalent de ce qui est à l'intérieur. And so previously it was estimated that Africa stores around 7 billion tons of carbon in peat, but after our work we estimated it to 34, so a huge increase. Donc auparavant, on pensait que l'Afrique, avant leurs études, ces études, on pensait que l'Afrique avait 7 tonnes de 7 billion tons. 7 tonnes de CO2, mais là c'est 34 milliards, 7 milliards de tonnes. En fait, c'est 34 milliards. And so about 24% of all the carbon stored in tropical peatlands in the world is found in Congo, so it's really important. Donc, le Congo, c'est 24% de carbone. And some of the other findings that we found just quickly was that we think that, so peatlands, because they're a wetland soil, needs it's important to know where that water is coming from, because that's what keeps the carbon in the ground. Donc il est important de savoir d'où vient l'eau, parce que ça permet de garder le carbone dans le sol. And we think that these peatlands are rain-fed, so all the water in the flooding in the forest is from rain. Donc l'eau vient de la pluie. And we also did radiocarbon dating on these peatlands, and we found that they are at least 10,000 years old. Donc c'est possible, ces peatlands, ces tourbières datent de 10 000 ans. Ouais, sont minimum. Moins de 10, il y a 10 000 ans. But there's also, so this here, is like a graph of the peat accumulation through time. Donc là, sur ce graphique, vous voyez comment les tourbières sont accumulées au cours des années, des siècles. And you can see from our radiocarbon dates that there's been a period where the accumulation has slowed down. Donc à la fin du graphique, vous voyez qu'il y a une période où l'accumulation s'est ralentie. Which suggests that there's been a disturbance to these peatlands in the past. Ça dit que peut-être il y avait une perturbation avant. Donc il y a un événement qui s'est produit pour ralentir cette accumulation. And that has implications for what will happen to these peatlands in the future, but I'll talk about it later. So now that we know that the peatlands exist, we want to know what might happen to them in the future. Donc maintenant la grande question c'est que va-t-il arriver aux tourbières dans le futur? Because in other parts of the tropics, particularly in Southeast Asia, the peatlands have undergone extensive destruction. Parce que dans le reste du monde, en Asie du Sud-Est, les tourbières ont été sont sous attaque, ont été détruites. Yeah, normally for palm oil. Surtout pour la culture de l'huile de palme. And this has led to enormous carbon emissions. Ce qui a produit une émission de carbone extraordinaire. It's resulted in lots of biodiversity loss. Et la destruction de l'écosystème et la perte de biodiversité. And also lots of deaths of local population. Et aussi la mort de beaucoup de locaux, d'habitants de ces régions. Yes. Oui, des espèces humaines aussi. Yes, of people. Des gens, des plantes et des humains sont morts. Owing to fires in the peatlands. Et le feu. Et le feu. Okay. So in the Congo, at the present, the peatlands are relatively intact. Pour l'instant, bonne nouvelle, au Congo, les tourbières sont encore intactes. But that could change very quickly. Mais cela pourrait changer radicalement, très rapidement. So here is a map of the peatlands in dark grey. Donc là, vous voyez sur cette carte en gris foncé, c'est les tourbières. And the red blocks are mining are oil concessions. Et vous voyez en rouge, les points rouges, ce sont les puits de pétrole, les concessions de pétrole. And as you can see, a lot of these concessions overlie the areas of peatlands. Donc vous voyez bien que les concessions de pétrole sont en train de plus ou moins développer les régions tourbières, empiètent sur les régions. And many of these have actually been allocated to oil companies. Malheureusement, beaucoup de
des compagnies pétrolières ont déjà pris possession des régions des tourbières. And in fact, earlier this year, they announced that right in the middle of the Peatland region, they had found lots of oil in the Republic of Congo. Et cette année, ils ont annoncé qu'il y avait un gisement de pétrole qui a été découvert au milieu des tourbières. So, kind of bad news. Bonne mauvaise nouvelle. So, the impacts of oil exploration in tropical regions, although we don't have examples from Congo at the moment, we can look to the Amazon. Mais on peut regarder au niveau de l'Amazone pour voir les effets de l'exploitation des tourbières. So this is an oil pipeline running through the Amazon forest. Donc là, vous voyez sur cette photo représente une pipeline de pétrole au milieu de la forêt amazonienne. And so not only can you have problems with oil spills. Donc il y a le pétrole qui se déverse, and also you start opening up the forest either through pipelines or roads, and this can then mean that more people can move in to exploit the forest resources. Donc dès l'instant où vous commencez à ouvrir la forêt au pipeline pour le pétrole, c'est aussi ouvrir la forêt pour plus d'exploitation. And as well as environmental problems, there's also been lots of social problems in Amazonia. For example, conflicts with local communities and the oil companies. Il y a eu beaucoup de conflits aussi entre les habitants, les indigènes et les compagnies pétrolières. And also health impacts, as often these local communities rely directly on the forest for their food supplies, water, and as that becomes contaminated. Et aussi des implications au niveau de la santé des habitants de l'Amazone, puisque leurs puits sont leur eau devient contaminée et ils n'ont plus accès à la nourriture de la forêt. And another threat comes from just logging forests, logging the peatlands, the exploitation of wood. Un autre défi, c'est le danger, c'est l'exploitation des forêts autour des tourbières. This isn't so much a problem in the Republic of Congo, but in the DRC you can see lots of logging concessions overlie the peatlands. Donc là, c'est une carte de la République démocratique et vous voyez qu'il y a beaucoup de concessions aussi pour l'exploitation forestière qui viennent se greffer sur les tourbières. But these photos actually come from the Republic of Congo, and they show a logging concession up near here. And this is a photo taken in the early 90s, just as the logging concession was constructed. And this is a photo taken just a few years ago, and you can see the roads that they've built across the swamp has led to the forest dying back. Donc là, vous voyez, c'est le même endroit qui est montré. Donc ça, c'est au début des années. La photo d'en haut, c'est au début des années 90, et la photo d'en bas, c'est récemment. Donc vous voyez la différence, la forêt. Donc c'est destruction totale. Yeah, because basically the road has changed the hydrology of the swamp. Parce que la construction de la route a changé le niveau hydraulique. And then finally, another threat is climate change. Et un autre danger, c'est le changement climatique. So in Congo, actually, it's very unclear what will happen as a result of climate change because there's a severe lack of data. Donc au Congo lui-même, dans le pays lui-même, on ne connaît pas encore l'impact parce qu'il y a un manque de données. But an increase in drying, an increase in temperature or a change in rainfall would cause problems to the peatlands because, as I said before, they rely on rainfall to stay wet. Mais tout changement dans la température aura un impact sur les pluies, et les pluies alimentent les tourbières, donc ça aura un impact sur les tourbières. Okay, so now I was going to talk about some of the things that have come about to kind of protect the peatlands. So
one of the things we're trying to do is raise awareness of the peatlands. Donc là, elle va parler des actions qui ont été mises en œuvre pour protéger les tourbières. Donc une des premières actions, c'était de rendre les gens, d'informer les gens sur les tourbières. So these are just some photos of an expedition we did with Greenpeace with lots of journalists to cover the swamps of the Congo. Donc là, c'est une action menée avec Greenpeace pour parler des tourbières du Congo. And that's us demonstrating to the journalists. Donc là, c'est une photo où ils sont en train de prendre un échantillon des tourbières. And then this is in the DRC. So this is the community leader Valentin Kibobo, who's also talking to the journalists to try and raise awareness of communities' rights to have their forests protected. Donc là, c'est une photo qui a été prise en Congo démocratique. Et là, c'est un militant local qui essaie d'informer aussi la population afin qu'on protège son environnement, sa forêt. And also on this trip, we had the environment minister from the DRC come to a meeting to talk to us. Et ils ont rencontré ce jour-là aussi le ministre de l'environnement, de l'écologie de la République, du Congo démocratique. And this is him at the climate talks in 2017, and he was talking to all the world leaders trying to raise awareness of the peatlands. Donc là, c'est une photo montrant le ministre de l'écologie du Congo démocratique à la COP 23. Okay. And then in 2018, the Republic of Congo and the DRC and also Indonesia all came together to sign an agreement to try to protect the Congo Basin peatlands. Donc en 2018, lors de la déclaration de Brazzaville, le Congo démocratique, la République du Congo et l'Indonésie ont signé un accord pour protéger les tourbières. But as I showed you before, they're simultaneously looking for oil and have logging concessions. So we'll see. Mais d'un autre côté, ils sont en train le gouvernement laisse les concessionnaires exploiter les bois et les compagnies pétrolières s'implanter. Donc c'est un peu contradictoire. And so now, I guess one of the main challenges to protecting these peatlands is the fact that we don't understand how these ecosystems function. And for example, if we wanted to introduce a carbon credit scheme to try and protect them, we have very large uncertainty about how much carbon they store. Donc là, la difficulté pour protéger les tourbières, c'est parce qu'on ne connaît pas encore exactement comment les tourbières fonctionnent. Donc même s'ils mettaient en place certaines mesures préventives, il n'y a pas encore de données suffisantes pour connaître leur impact. Yeah. So then now we have a new project which is for 5 years, which is working, it's a huge collaborative effort between lots of universities, including the University of Mariangwabi and the University of Kisangani. Donc là, c'est un projet sur 5 ans qui inclut toutes ces universités, dont l'Université Mariangwabi et Kisangani. And it's looking at trying to understand the past history of the peatlands, how they function at present, and what their response will, what is likely to happen to them in the future. Donc le but de ce nouveau projet, c'est de comprendre les tourbières, comment elles fonctionnaient dans le passé, comment elles fonctionnent maintenant, dans le présent, et comment elles vont réagir dans le futur. Okay. So yeah, this is just, maybe I'll skip just to make it quicker. Yeah, so for example, one of the things we're hoping to do is in this project is incorporate peatlands into models. So we're going to have a mathematical model to try and represent the peatlands. Donc ils vont essayer de développer des modèles mathématiques pour comprendre le comportement des tourbières. Yeah, and this is really important because actually the landscape models, the international
International Panel on Climate Change use do not include peatlands at the moment. Et ce qui est très important parce qu'actuellement, tous les modèles qui parlent d'environnement ne prennent pas en compte les tourbières. So we hope to try and, at the end of this project, include them in these nozzles. Donc à la fin du projet, ils espèrent pouvoir intégrer ce modèle dans les modèles internationaux. But some of the things that our project does not cover, but it really needs to be looked at, are how peatlands are important to local communities. Donc quelque chose qui n'est pas encore couvert par ce projet, c'est l'importance des tourbières pour les populations locales. Because already from having worked there, I know that people use the peatlands for hunting, for fishing. They use material to construct their houses. Donc elle a vu dans son expérience que les gens utilisaient les tourbières pour la chasse, pour construire des matériaux de construction dans la vie quotidienne. And also the forests have have just a cultural importance to these communities. La forêt a une importance culturelle très importante pour ces communautés. And then also on a wider scale, peatlands play a huge role in, for example, water regulation. Et les tourbières jouent un rôle très important dans tout ce qui est régulation hydraulique. And so these peatlands probably have a huge importance to the country as a whole, but we just don't understand that yet. Les tourbières jouent un rôle critique dans le pays, mais ils ont encore besoin de faire plus de recherches pour bien comprendre, mesurer l'impact des tourbières. And then finally, they also have a really important, play an important role for biodiversity. For example, some of Congo's most iconic wildlife, gorillas, elephants, chimps, Ngoki, all live in the peatlands. Donc les tourbières jouent aussi un rôle très important dans la biodiversité. Donc tous les animaux emblématiques du Congo que vous voyez sur ces photos vivent dans une région de tourbières. But also because these are such remote areas and so few people, researchers go there, we don't actually know. For example, I think there's very little research done on insects, on birds. So who knows what else could be living in the peatlands? Il y a tellement peu de recherches dans ces zones de tourbières parce qu'elles sont très reculées qu'on n'a aucune idée sur l'impact des tourbières sur tout ce qui est insectes, par exemple. And yeah, et oiseaux. And that's the end of my talk. Thank you. Merci. Thank you, Doctor. Great. Thank you very much for your super presentation on the issue of peatlands in the central basin of the Congo. Thank you. Nous allons maintenant céder la place à un autre interlocuteur, mais il faut que nous comprenions l'importance de la question écologique qui est posée par les tourbières. Nous ferons notre entrée vraiment dans cette question en soulevant l'importance des tourbières. Des blocs d'exploitation, d'exploitation sont déjà des permis sont délivrés actuellement sur cette partie, notamment de la cuvette centrale. Donc c'est une question centrale, c'est un enjeu important. Vous avez certainement bien compris que les tourbières constituent une base importante pour la conservation et notamment pour la captation du CO2. Et donc, les questions écologiques qui sont aujourd'hui des questions importantes, notamment cette perturbation que nous avons au niveau du temps, tout simplement, nous avons besoin de mettre la question écologique au cœur de notre projet sociétal. À tous, qui que l'on soit dans notre pays, nous devons préserver
centrale qui est un véritable poumon du monde. Et surtout ne pas suivre l'exemple de ce qui se passe dans la forêt amazonienne. Il est encore temps de mettre fin à la cupidité qui pousse effectivement à bouleverser les équilibres du monde pour satisfaire des intérêts égoïstes. Alors, nous allons penser, bien sûr, à la nation, nous allons penser au monde, mais maintenant, je voudrais inviter notre frère, j'aurais pu dire un compatriote, puisqu'il est né de l'autre côté, on pourrait dire, du fleuve, mais qui va nous entretenir sur une question importante. La question de la corruption, qui mine nos économies, qui mine nos sociétés, qui mine les États d'aujourd'hui et qui rend exsangues nos économies et nos nations. Et pour revenir sur ces questions, je vais donc appeler M. Lumumba, mais vous entendez le nom. Je pense que ça vous parle de tout ça et je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord commencer par m'excuser parce que j'étais attendu plus tôt, mais il se fait que j'arrive à 7 heures. La politesse et l'humilité me demanderaient de m'excuser parce que c'est quand même pas bien de faire attendre une si belle audience comme ça et surtout dans le cadre d'une très très belle initiative. Et j'encourage très très fortement les organisateurs parce qu'il y a quelques semaines, quand j'ai été invité, j'étais en train de préparer un autre événement. Je viens d'ailleurs de cet événement et c'est ce qui explique mon retard. Je reviens de l'Afrique dans le cadre du Forum international de la lutte contre la corruption qui est organisé par l'UNODC, qui est l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue. Et pour cette 4e organisation, ça se passait à Kigali, où je viens de recevoir le prix d'excellence 2019 de la lutte contre la corruption. Et c'est ce qui fait que je suis arrivé qu'hier le matin à Paris et j'ai dû passer par Bruxelles où j'étais attendu pour une conférence de presse que j'ai fait et ce matin j'ai quitté Bruxelles pour venir ici parce que je me disais que je ne pouvais même pas aller chez moi à la maison pour honorer la cause de votre organisation. Et ça, je suis très content de voir que le Congo, pour une fois, décolle avec des gens qui sont, même si vous êtes loin du Congo, mais vous pensez à nos frères. Pourquoi je dis à nos frères? Parce que je suis aussi congolais de l'autre côté, parce que je connais le Congo Brazzaville, j'y ai séjourné pendant longtemps. Et ma famille, personnellement, a une très grande histoire avec le Congo Brazzaville. Mon oncle François s'est marié avec une Congolaise de Brazzaville, chez qui, à chaque fois que nous allons à Brazzaville, juste à ce jour, nous allons rester. Et mon frère, qui vient juste avant moi, a épousé une Congolaise de Brazzaville. Donc pour moi, c'est le même pays. J'ai des nièces et des neveux ou des enfants qui sont aussi du Congo Brazzaville. Et ça me fait plaisir de me retrouver devant vous. Et j'ai été très content de partager avec vous ce thème, qui est le thème de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir écouté l'exposé qui vient de se passer avant moi, et surtout très content de vos objectifs, parce que j'aimerais dire que l'Afrique a 3 grands défis dans ce siècle que nous sommes en train de traverser. Le premier défi, pour moi, c'est le climat. Le deuxième défi, c'est le défi de l'insécurité ou de la sécurité. Et le troisième défi, celui qui va nous emmener au développement, celui qui va nous emmener vers notre dignité, c'est le défi de la corruption. L'Afrique est un continent corrompu. Et aujourd'hui, nous avons la facilité de rejeter la faute aux autres, en nous disant, si nous ne développons pas, c'est la France, c'est la Belgique, c'est les États-Unis. Mais moi, j'aimerais que l'on arrive à changer ce paradigme. Par là, j'aimerais rappeler le discours d'un grand homme, d'un grand panafricaniste. Pas parce qu'il est mon grand-père, ou mon grand-oncle, ou mon aïeul, ou mon ancêtre, mais c'est parce qu'il a dit quelque chose de très important. Il a dit que l'Afrique, au nord et au sud du Sahara, écrira sa propre histoire. Et cette histoire devrait être une histoire de gloire et de dignité. Aujourd'hui, l'homme africain, c'est un homme qui est indigne. Nous devons avoir le courage de nous regarder les yeux dans les yeux et de le dire. Nous sommes indignes, pourquoi? Parce que nous sommes des régimes et des peuples corrompus. Je ne dis pas qu'ici il n'existe pas la corruption. La corruption, ce n'est pas un mot
Lingala, ou c'est pas un mot qui vient du petit Congo, c'est un mot qui vient du français. Mais ceux qui nous l'ont appris, c'est certes les Occidentaux, mais nous avons appris à l'utiliser pour détruire les générations futures. Aujourd'hui, si nous voulons gagner notre dignité, c'est en travaillant et en luttant efficacement contre la corruption. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de la corruption dans mon parcours. Parce que jusqu'à arriver à créer une plateforme de lutte contre la corruption avec mes collègues avec qui nous venons de la Belgique, c'est parce que j'étais un ancien banquier dans mon pays. J'ai eu à découvrir des histoires et des faits de corruption qui touchaient mon pays et qui touchaient quelques pays en Afrique et même des pays européens, des opérations de corruption, de blanchiment et de détournement d'argent. J'ai refusé cela. Ça m'a valu des menaces de mort, ça m'a valu tout ce que ça pouvait faire et je suis arrivé en exil. Mais je n'ai pas décidé de croiser les bras. Je me suis décidé de me lever et de combattre ce fléau. En menant des actes de plaidoirie, en créant une structure panafricaine qui s'appelle UNIS pour lutter contre la corruption et en m'associant surtout aux autres Africains parce que je me dis que la question n'est pas qu'une question congolaise. Le Congo, RDC et le Congo-Brazzaville sont des régimes que nous connaissons bien, très corrompus. Le président congolais, que je ne veux pas citer ici, est victime ou est malheureusement complice et acteur de beaucoup de faits de corruption. Et j'ai fait partie de plusieurs enquêtes avec Transparency International et d'autres ONG pour travailler sur des dossiers contre certains dirigeants du Congo-Brazza. Et nous sommes arrivés à obtenir quelques résultats qui, j'estime, sont insuffisants. Mais la naissance de ce congrès, pour moi, c'est une renaissance pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous avez mis, pendant la présentation d'aujourd'hui, un thème qui nous touche fort, c'est celui de la corruption. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de nous dire aujourd'hui, ne réussira pas si demain vous arrivez au pouvoir et que demain vous laissez la corruption. J'étais dans un pays qui s'appelle le Rwanda. C'est un pays qui a une histoire assez particulière et douloureuse avec mon pays, la RDC, parce qu'il y a eu la complicité de ce pays. Certes, il y a beaucoup de choses qui s'est passées à l'est de mon pays, mais l'organisation que j'ai trouvée dans son pays, même si, en tant que Congolais, j'ai des sentiments qui me poussent à quelque peu avoir une certaine tristesse et un regret de voir ce que ce pays a fait chez moi, mais au bout de tout, je respecte ce pays. Pourquoi? Parce que ce pays a su lutter contre la corruption, ce pays est un modèle de sa manière, mais un modèle considéré aujourd'hui par les Nations Unies de gouvernance, parce qu'ils ont mené la guerre contre les corrompus. Et quand on arrive dans ce pays, on sent qu'il y a de l'ordre, il y a du respect. Et si nous voulons réussir ensemble, si le CRC demain veut être un parti fort au Congo, il faut imposer des mesures drastiques contre la corruption. Parce que la corruption détruit des emplois. La corruption détruit l'avenir de tout un peuple. La corruption détruit le rêve d'un peuple et même la capacité d'un peuple à mobiliser ses ressources et à atteindre des objectifs. Parce que la corruption se trouve dans tous les domaines dans nos pays. Que vous arriviez à l'aéroport, que vous vous promenez dans la rue, que vous allez pour faire des investissements, vous trouvez cette corruption dans tous les domaines. Et c'est vrai que les mots que j'ai ici ou la tribune que j'ai en ce moment sont courts pour pouvoir décrire tout le processus de corruption tel que ça se passe dans nos pays. Mais moi, je vous encouragerai à travailler pour mettre des programmes efficaces pour la mobilisation saine des ressources, à travailler pour mettre des programmes efficaces pour contraindre ceux qui voudront demain tenter de voler l'argent public et détourner l'argent public à être punis sévèrement pour que demain, le CRC donne une autre image du Congo et une autre image de l'Africain. Parce que nous voulons une image digne de l'Africain. Nous voulons une image digne du Congolais. Demain, on ne doit plus dire que le Congolais est un voleur, on ne doit plus dire que le Congolais est corrompu, on ne doit plus dire que le Congolais, c'est quelqu'un qui ne va pas construire, parce que notre problème en Afrique, notre problème au Congo, c'est d'abord un problème congolo-congolais. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables de nos maux. Ils influencent et travaillent pour que nous puissions échouer. Mais si nous sommes unis contre la corruption, si nous sommes unis pour la bonne gouvernance, les autres auront très peu d'influence pour nous empêcher d'accéder au développement. Je sais que la France-Afrique existe.
Je sais que les influences occidentales existent, mais reposons-nous une question. C'est un très beau mot que nous avons choisi pour notre mouvement, la renaissance. Pour renaître, pour naître et construire, il faut être unis. Je suis là pour vous dire, moi en tant que Congolais de Kinshasa, je suis prêt à prêter main forte sur toutes les initiatives que vous allez faire, parce que je sais que si vous réussissez à changer le Congo-Brazzaville, l'influence du changement dans mon pays arrivera. Parce que les mêmes problèmes de corruption que vous vivez, ce sont les mêmes problèmes chez nous. Les dictateurs se soutiennent. Mais nous, en tant que force du changement, en tant que personnes qui voulons apporter le changement dans nos pays, nous devons nous donner la main pour réussir à apporter ce vrai changement. Et aujourd'hui, je prends l'engagement devant vous de travailler la main dans la main avec vous, parce que notre vision de lutte contre la corruption est panafricaine. Et donc notre vision de développement aussi est panafricaine. Le panafricanisme, je ne l'exercerai pas d'abord, je ne suis pas contre les Camerounais ou les autres, je dois d'abord l'exercer avec mes frères du Congo, parce que nous avons le même nom. J'ai le sang Congo, donc mes frères Congo sont aussi en face. Je me sens chez moi quand je suis au Congo-Brazzaville, donc je me sens chez moi quand je suis devant les membres du CRC. Le CRC ne doit pas s'arrêter ici, nous devons travailler pour que cette vision aille beaucoup plus loin, pour que nous puissions dans les prochains mois, dans les prochaines années, exercer notre influence et notre pouvoir au Congo-Brazzaville. Je vous souhaite toutes les bonnes chances pour que nous puissions ensemble mettre des mesures adéquates pour lutter contre la corruption. Nous irons partout dans le monde pour chercher l'unité, la paix et surtout le développement au Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Lumumba. Cette promesse de travail ensemble réjouit notre cœur, mais aussi notre espérance. Et nous disons et nous lançons cet appel à tous ceux qui ont quelque expertise dans ce domaine, de nous rejoindre. Nous avons des structures ouvertes. Nous avons travaillé, nous avons dit que nous sommes aussi un think tank. Mais en tant que think tank, nous avons à réfléchir, à travailler les différentes institutions qui demain permettront à notre pays de repartir d'une manière avisée, mais juste, et construire des sociétés justes. Je voudrais maintenant appeler à d'autres formes d'intervention. Ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages de ce que des peuples ont pu faire. Parce que lorsque nous parlons de la capacité des peuples de se prendre en charge, on peut penser que cela n'est pas possible. Non, cela est possible. L'expérience tunisienne nous intéresse. Pour que nous découvrions et que cela forge en nous le caractère de gens qui peuvent lutter jusqu'à ce que s'écroule la dictature, mais aussi ensuite d'en briser notamment les bases idéologiques. Il faudrait pour cela maintenant que je laisse la place à nos deux différents interlocuteurs. En premier lieu, je vais appeler notre... je demande à Madame Pisa de venir la présenter, s'il te plaît. Elle vient de Tunisie. Alors bonjour et merci d'être là. Je vous présente Madame Nadia Chalan qui va prendre la parole. Elle est constituante, elle a participé à la rédaction de la constitution tunisienne. Et dans la participation des femmes tunisiennes dans la lutte pour la chute de la dictature en Tunisie. Donc je lui donne la parole pour qu'elle vous raconte son témoignage et tout ce qui a été fait en Tunisie. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand on m'a proposé d'intervenir et de témoigner par rapport à mon expérience sur cette... je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter au travers de mon
témoignage de à quoi ça pourrait participer au niveau du CRS, du CRC. Est-ce que mon expérience ou l'expérience vécue par des Tunisiens qui vivent ici en France et qui étaient réfugiés politiques ou autres peut contribuer à une réflexion quelconque? Et je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Et l'exposé du départ et d'ouverture m'a rappelé la coordination qui existait entre les opposants tunisiens en France d'avant la chute du régime. On était partis politiques, associations, individus, rassemblés dans des coordinations pour mobiliser, pour faire connaître, pour être porte-voix. Et on se disait les porte-voix de ceux qui étaient privés de voix parce qu'ils étaient réprimés, parce qu'ils étaient emprisonnés, parce qu'ils étaient privés de toute possibilité de faire avancer la cause. Donc, on avait mis en place des coordinations qui réagissaient à chaque fois qu'il y avait un problème, un scandale, un dépassement, un mouvement social réprimé, des arrestations, et qui aussi a agi un peu comme repoussant un peu l'omerta des médias français. Parce qu'on vivait aussi avec une forme de complaisance des médias. La Tunisie, c'est un tout petit pays, un peu comme vous, le Congo, niché, nous adossés à l'Algérie, le grand pays avec le pétrole et le gaz, vous adossés à la RDC, donc n'intéressant pas beaucoup de monde, et n'étant pas un élément stratégique un peu dans les enjeux du monde, puisqu'on ne pouvait pas modifier les cartes de ce grand continent, ni quoi que ce soit, ni pouvant influencer, et en même temps, les islamistes étaient bien réprimés, bien silencieux, donc ça arrangeait un peu tout le monde et personne n'avait intérêt à aller fouiner ce qui se passait derrière la dictature, la répression. Donc j'ai trouvé ces deux points communs, mais j'en ai trouvé d'autres. Et plus on avance dans l'après-midi, plus je me dis on a les mêmes mots. On rêvait de mettre en place un état de droit, une démocratisation de la société, de consacrer les libertés, de consacrer la justice. Et quand j'entends par justice, moi c'est pas en termes de droit, c'est en termes de justice sociale, parce que nos mots sont économiques et sociaux avant tout, mais également on a le grand défi de la corruption. Et un autre grand défi, celui climatique, dont on ne parle jamais. Et nos pouvoirs corrompus et nos dictatures ont bradé nos pays pour être surexploités, pour être pillés, pour être ravagés, et on en subit les conséquences au niveau de l'ensemble du continent aujourd'hui, en termes de pollution, de dégradation des ressources et de perdition énorme et de souffrance, surtout des populations. Donc ma petite expérience a été, moi, d'appartenir un peu comme vous, présents dans la salle, à cette opposition qui était en exil, où j'étais arrivée étudiante, et je me suis trouvée engagée dans les luttes de la gauche tunisienne pour apporter un peu pour un peu être les porte-voix de ceux qui se battaient sur place, et en même temps, étant coincée ici, ne pouvant rentrer là-bas parce qu'on risquait les arrestations pour une partie. Et donc on était beaucoup plus utile au pays en étant ici, finalement. Parce qu'emprisonné là-bas, on n'avait pas la possibilité d'accéder à des tribunes ou à des possibilités de... La diaspora tunisienne pèse plus lourd, plus importante. Il y a quasiment 800 000 Tunisiens qui vivent en France. Par contre, on était un tout petit peu comme les pestiférés, parce que du côté de l'opposition. Donc les gens nous craignaient parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par les arrestations, par être mal vus par les pouvoirs. Donc on était quand même sur une forme de résistance d'avant. Et quand les mouvements sociaux ont démarré en 2007, bien avant 2010, année de la chute du régime, on était déjà en coordination à en parler. 2010, le début des soulèvements, au bout d'une semaine, la coordination était plus qu'active, on était quasiment en occupé en sitting permanent les bas de Radio France. Je me souviens qu'ils ne voulaient pas en parler, il y a eu 2 morts et il y a eu des débuts de répression et personne ne voulait en parler. On a tenu 12 heures à harceler les journalistes pour qu'enfin imposer, à lever un peu le voile sur ce petit pays où il se passait des choses dont on ne voulait pas parler.
Et c'est à partir de là aussi, quand nous, on s'était organisé à relayer ce qui se passait en interne, parce qu'avec tous les moyens et les outils, parce que vous vous souvenez qu'on avait parlé de la première révolution digitale, où on a utilisé les réseaux sociaux. Effectivement, la Tunisie a beaucoup utilisé les réseaux sociaux à partir de 2007. Et en 2010, on était sur une utilisation sur pratiquement de la moitié de la population connectée. Et avec une jeunesse extrêmement active sur les réseaux depuis plusieurs années, avec des forums, des blogs, et toute une cyberactivité et des cyberactivistes extrêmement importants. Et on a coordonné avec eux en permanence. La diaspora a joué un peu la passerelle pour faire, c'est-à-dire des vidéos qui étaient produites en Tunisie sur des dépassements, des atteintes aux droits, des choses de cet ordre-là, et qui étaient interdites sur YouTube, Dailymotion, je me souviens à l'époque, sur plein de plateformes, Facebook était coupé et autres. Nous, on les récupérait pour les convertir, pour les rebalancer dans d'autres versions, pour que ça puisse être lisible, par exemple, pour que les gens puissent y accéder. Et on a joué comme ça une espèce d'échange, on a fait de l'échange pour porter un peu la voix et amener des journalistes qui étaient interdits de séjour en Tunisie. Il y avait des journalistes du Monde, de Libé, qui ont été expulsés en 2009, donc ils ne pouvaient même plus mettre les pieds. On jouait un peu les correspondants. On jouait aussi les points de contact. Et donc, c'est là-dessus qu'une diaspora, et c'est là où je vois bien ce que vous êtes en train de construire, me fait penser à cette expérience qu'on a vécue, nous, et qui continue aujourd'hui à fonctionner, peut-être pas de la même manière, parce qu'entre-temps, il y a eu nous ont divisé les islamistes et la question des islamistes et du projet sociétal. Donc il a fallu choisir à un moment son camp, et on n'était plus face au pouvoir, mais face aujourd'hui à la Tunisie qu'on souhaite construire, donc une Tunisie plutôt laïque, républicaine, progressiste, et non pas réactionnaire et islamiste. Donc aujourd'hui, les points de démarcation n'ont pas été les mêmes, ne sont plus les mêmes, mais le combat prend toujours les mêmes formes, à savoir de relais et d'échanges permanents avec le pays. Donc je me suis trouvée dans cette bataille, et au niveau de la diaspora, on avait négocié la transition à la chute du régime pour être partie prenante dans les instances de transition. C'est-à-dire qu'on avait 2 représentants qui venaient de France, les Tunisiens de France, qui étaient à la direction du pays à ce moment-là, qui représentaient les 10% de Tunisiens vivant à l'étranger, en gros. Et par la suite, on a imposé d'être partie prenante des élections également. Des élections pas seulement présidentielles, mais également législatives. Et comme on s'acheminait vers une constituante, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à représenter des Tunisiens en France dans la constituante en tant que députée constituante à l'époque. Expérience qui a duré 3 années et qui a été la Tunisie était transformée en agora à ciel ouvert. Ça débattait dans tous les coins du pays. Tout le monde parlait droit à ce moment-là. Tout le monde connaissait les articles de la Constitution qu'on était en train d'élaborer, et on discute, et quand vous prenez le taxi, vous disiez « Alors, l'article 55, vous en êtes où? Et l'article sur les femmes, vous en êtes où? Et l'article sur le rôle de l'armée ?» Parce qu'il y a eu des enjeux majeurs à construire au travers de ce texte fondateur. Et je me suis rendu compte que le jour du vote de la Constitution, quelque chose m'avait frappé. On a parlé de l'exploit tunisien par rapport à l'installation de la liberté de conscience, par exemple. Pour la première fois, dans un pays musulman, on évoque la liberté de conscience. Mais elle était dans la Constitution de 59. C'est-à-dire qu'on n'avait rien fait de nouveau à ce niveau-là. Sauf qu'en 2014, lors du vote, il y a eu un débat national. Et que c'est toute la population qui a débattu de la question. Ce n'était plus une affaire d'un texte écrit par des experts dans un coin qui ne pouvaient pas, où les gens ne pouvaient pas se l'approprier. C'était uniquement un enjeu entre juristes, mais méconnu de la population. Et donc l'expérience a été extrêmement intéressante à ce niveau-là. L'expérience a été intéressante également par rapport aux femmes et la participation des femmes. Et on a eu une discussion tout à l'heure avec quelques invités tout à l'heure au travers de la participation des femmes dans des enjeux électoraux, la bataille autour de la question de la parité, avec Maître Diallo. Sur la question de la parité, la Tunisie, on a imposé la parité dans les processus
de vote à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien local que national, et une parité par alternance, c'est-à-dire homme-femme, homme-femme, ou femme-homme, femme-homme, d'office, obligatoire. Autrement, les listes étaient invalidées. Bah, ça modifiait complètement sur une partie du paysage tunisien, c'est-à-dire les ruralités où les femmes étaient exclues de l'espace public, où elles étaient peu visibles, où elles n'étaient pas du tout sur les postes de décision et autres. Aujourd'hui, elles sont conseillères, elles sont mairesses, et elles sont au poste des différentes mairies, imposées certes par le cadre de la loi paritaire, mais qui a modifié la relation aux femmes dans leur village, dans leur famille, dans leur... Et du coup, ça a donné l'envie à d'autres femmes d'intégrer la vie politique, de se battre pour y aller. Et ça a laissé aussi parler toutes les ambitions, toutes les envies de participer à un projet collectif. Et là-dessus, moi je pense qu'il faut qu'on ait de l'ambition. Et je pense qu'on était un peu de la diaspora sur un certain nombre de questions à mettre la barre un peu haut aussi. Et à poser de débats parfois un peu qui pouvaient paraître décalés par rapport à l'intérieur. Parce qu'on avait une expérience peut-être de la démocratie vécue en France ou en Allemagne ou ailleurs, qui nous permettait d'avoir parfois un peu de distance. Et je me suis rendu compte qu'on était 18 élus de la diaspora des 5 continents, bah, on amenait parfois du débat différemment. Et on posait des questions qui n'étaient pas à l'ordre du jour forcément de par la population. Par exemple, l'enjeu climatique a été débattu dans la Constitution et il a été mis dans le préambule de la Constitution. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est quasiment une des rares constitutions qui parle des enjeux climatiques, qui parle où il y a une instance de développement durable et de protection des futures générations. C'est comme ça qu'on l'a appelé. On ne l'a pas appelé... il voulait absolument qu'on mette un conseil économique, social et environnemental comme partout ailleurs. Mais on était branchés complètement sur un siècle autre, et c'est aussi cet apport de la diaspora qui a parfois permis d'anticiper sur un certain nombre de problématiques, parce qu'on n'était pas, nous, sur l'immédiateté uniquement, mais on était aussi sur une vision plus projective, parce qu'on a eu cette distance suffisante. Et c'est à ce niveau-là que moi je pense que votre initiative de vous unir, de vous réunir, et de vous rassembler autour d'un objectif qui est celui de faire avancer l'état de droit et d'instaurer de l'état de droit dans votre pays, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que vous avez cette distance et cette possibilité d'être porteur de projets. Celui qui est dans l'immédiat à lutter n'a pas cette possibilité-là et ce confort. Chose que vous avez. Vous avez cette possibilité de pouvoir prendre le temps d'y réfléchir, de prendre le temps de mettre en place des outils, d'anticiper des questionnements et autres. Et dans cette aventure que vous démarrez au niveau de cette assemblée, je ne peux que vous souhaiter bonne chance, me mettre à votre disposition pour tout échange sur d'expérience, tout simplement parce que c'est les mêmes mots et c'est les mêmes... et on a beaucoup de réponses communes à apporter à ce niveau-là. Si aujourd'hui la Tunisie, la tentation du retour en arrière n'y est pas, c'est parce qu'en 2011, quand on a commencé à mettre en place les premiers outils et les premiers mécanismes pour mettre en place une vraie démocratie, et même si aujourd'hui on piétine, on n'est pas encore dans quelque chose de stable, il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé, et ce quelque chose d'irréversible qui s'est passé l'a été grâce à des outils de transparence qui ont été mis en place tout de suite et d'exigence de transparence par rapport à tous les pouvoirs politiques et publics qui font qu'aujourd'hui, n'importe qui se retrouve en position aujourd'hui de gouverner, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, ben, il est sous haute surveillance de par des mécanismes mis en place par les constituants au départ, et les premières législations qu'on a mises en place. Donc c'est aussi se donner les moyens qui nous permettent de garantir la réussite du processus. Et c'est les priorités sont à fixer en fonction des objectifs qu'on cherche à atteindre. Ne pas casser notre pluralisme, on peut être ensemble en étant très divers et pluriels, mais en même temps beaucoup de choses nous unissent. Et ce continent nous réunit aujourd'hui et nous réunira demain.
poursuivre avec une autre expérience. Une expérience parlante, une expérience récente. Une expérience récente qui caractérise un pays que nous connaissons et qui est le Soudan. Où aussi, comme vous le savez, régnait un dictateur sombre, parmi les plus sombres de la planète. Il est tombé comme rien. Voilà. Donc maintenant, je vais demander à M. Bossounda de venir nous présenter. Monsieur Salé. Oh, il va se présenter. Il va se présenter, d'accord. Tu vas. Monsieur, le second micro. Le second micro. Voilà. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux pour vous parler aujourd'hui de notre expérience au Soudan. En 1989, l'islamistes au Soudan se décidaient prendre le pouvoir. Ils ont fait coup d'État 30 juin. Le moment où ils ont pris le pouvoir, ils ont dégagé tous les opposants dans l'armée, dans les polices, dans le service public. Ils ont licencié milliers de personnes. Ils ont licencié beaucoup de gens à leur. Ils ont fondé quelque chose que jamais le Soudan n'a vu dans la vie. Ils ont inventé quelque chose qui s'appelle les maisons des fantômes pour torturer les gens. Moi-même j'étais victime de torture. J'ai perdu mon œil gauche. J'étais obligé de sortir de mon pays, mais on n'a jamais lâché les islamistes continuer. On a toujours créé des mouvements opposants. On a commencé ça le premier jour. On a parti, beaucoup de nous sont partis à l'étranger, en Égypte ou en Érythrée. On a essayé de dégager, mais par le truc de armée, on n'a pas réussi. À la fin, les peuples de Soudan ont réussi à dégager, débarrasser les islamistes. Comment on fait ça? Les peuples à l'intérieur du Soudan, ils sont toujours sapas. Ils ont commencé toujours faire les manifestations. Ils commençaient très petits, après ils grandissent. En 2013, on a fait un bon travail, mais malheureusement, on a perdu plus de 100 personnes comme elles sont mortes dans cette manifestation. Mais en 2018, les gens ils sont sortis en masse pour dégager. On a réussi par réunir toutes les forces d'opposants. On a beaucoup de diversité entre nous, mais à la fin, avec les syndicats, avec les partis politiques, on a réussi. J'espère vous réussir comme nous. Il faut concentrer toujours à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et à l'étranger, on peut aider les gens à l'intérieur pour financement, pour utiliser les médias, pour faire beaucoup de choses pour aider les gens à l'intérieur. Merci pour votre invitation. Merci.